Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le Zoom de ce Smart Impact avec Clara Calipel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chercheuse spécialisée dans les investissements climat européens au sein de l'Institut de l'économie pour le climat et vous avez coécrit une étude sur ce thème publiée le mois dernier, en février 2024. Je vais poser vraiment une question de base pour commencer. De quoi on parle? C'est quoi un investissement climat? Un investissement climat, c'est un investissement dans un capital, donc par exemple une usine éolienne, des infrastructures ferroviaires, ou ce qu'on appelle des biens durables, donc les voitures électriques, les pompes à chaleur, donc tout ce qui a un impact dans l'économie pendant plus d'un an, qui vont venir réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Globalement, voilà ce qu'est un investissement climat. Et donc, du coup, on est venu regarder dans plusieurs secteurs de l'économie, énergie, transport, bâtiment, quels sont les investissements qui peuvent venir réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Alors, on y reviendra sur le contenu de cette étude, mais peut-être le constat, un rappel pour commencer, la loi européenne sur le climat qui prévoit cet objectif de réduction d'au moins 50% des émissions de gaz à effet de serre dans les 27 pays de l'Union d'ici 2030. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on en est très loin de cet objectif? Alors, aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à moins 30% de réduction d'émissions par rapport à 1990 en Union européenne. C'est la ligne de référence. Donc il faut aller jusqu'à moins 55%, ce qui est quand même un gap, parce qu'on a fait que moins 30 depuis 90, donc il y a quand même un gap significatif à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver, parce qu'on voit quand même la baisse des émissions globales d'année en année qui augmente, donc on peut y arriver, mais c'est assez conjoncturel comme indicateur de regarder, puisque par exemple, cette année, on pourra voir si les émissions vont réduire, mais on a eu un hiver très doux, donc ça a un impact aussi sur la baisse des émissions. Nous, c'est pour ça qu'on va regarder les investissements, puisque les investissements qu'on fait aujourd'hui, c'est la baisse des émissions de demain. Et pour le coup, ce qui est fait aujourd'hui, il est vraiment fait aujourd'hui et il a un impact durable. On parle d'une obligation légale, là. C'est une loi européenne. Est-ce qu'il y a des sanctions liées à cette obligation légale? Alors, pour l'instant, l'Union européenne donc, s'est fixé cet objectif, c'est une obligation légale. Elle n'a pas prévu elle-même de sanctions sur elle si jamais elle ne respecte pas en 2030 cet objectif. Ça n'empêche pas que les ONG peuvent se saisir de la Cour européenne de justice en 2030, par exemple, si elles estiment que les objectifs de l'Union européenne qu'elle-même s'est fixés n'ont pas été atteints. Alors vous avez donc coécrit cette étude de déficit d'investissement climat européen, une trajectoire d'investissement pour l'avenir de l'Europe, qui a été publiée le mois dernier en février. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? S'il y a une idée principale, c'est quoi? Alors, s'il y a une idée principale à retenir, c'est que donc, sur les investissements climat, l'Union européenne n'est pas à la masse. On voit une véritable augmentation des investissements, 9% en 2022, plus 15% en 2021. Donc vraiment, on voit une très bonne croissance. On est aujourd'hui à 407 milliards à peu près d'investissements climat, mais il faudrait doubler ces investissements dès demain et jusqu'en 2030 si on veut respecter nos objectifs climat. Donc, on voit une bonne augmentation. Si on continue le rythme d'augmentation des investissements qu'on observe depuis quelques années, on va y arriver, mais rien n'est dit. Il faut quand même doubler d'ici 2030. Ce sont des décisions, pardon de poser des questions de béotien, mais qui sont prises année après année, ou c'est quand même un plan un plan décennal, vous voyez ce que je veux dire? Alors nous, ce qu'on prône, c'est qu'il faudrait un plan décennal, en fait, pour être certain de donner déjà de la visibilité aux investisseurs sur combien l'Union européenne est prête à mettre sur la table, combien les États membres, combien les collectivités, qu'est-ce qu'ils attendent pour que l'argent privé soit généré, qu'est-ce qu'il faudrait faire, donner une vraie visibilité aux acteurs, un peu comme ce qui est arrivé aux États-Unis où ils ont mis en place l'Inflation Reduction Act, qui est un plan de subvention sur de long terme en fait, qui donne de la visibilité aux investisseurs et on a vu un bond des investissements suite à ça. Donc il faudrait vraiment un plan attirer des projets qui étaient prévus en Europe qui sont allés vers les États-Unis. Un plan de long terme, ça nous semble être une solution qui permet effectivement de combler ce déficit. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont en retard par rapport aux autres? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que, je ne sais pas, l'éolien est à la peine? Est-ce que le photovoltaïque est en avance? Comment on peut situer ça en matière d'investissement? Effectivement, l'éolien est assez à la peine depuis quelques années. En 2022, ils ont
connu une vraie baisse. Ils étaient à leur niveau d'investissement le plus bas depuis, je crois, 2005. Enfin, c'est vraiment... ils ont connu vraiment une baisse d'investissement, donc ils sont vraiment à la peine, alors que pour autant, il y a des objectifs très ambitieux de déploiement de l'énergie éolienne au niveau européen. Par contre, les panneaux solaires, on voit une très bonne augmentation des investissements depuis plusieurs années. Pareil sur les véhicules électriques. Les pompes à chaleur, elles ont fait x2 en 2 ans en termes de vente. Donc on voit, il y a certains secteurs en effet qui ont une bonne trajectoire et d'autres qui peinent un peu. Je reviens sur l'éolien, comment vous l'expliquez? Alors c'était pas forcément l'objet de l'étude, mais est-ce que par exemple la question de l'acceptabilité des projets peut freiner certains investisseurs? Comment vous expliquez le retard de l'éolien aujourd'hui? A priori, ce n'était pas forcément l'acceptabilité, c'était plutôt les conditions de marché qui se sont dégradées ces dernières années. Donc, l'augmentation des taux d'intérêt qui ont fait que les projets étaient moins rentables, l'augmentation aussi des matières premières pour fabriquer l'énergie éolienne qui ont beaucoup augmenté ces dernières années, qui font qu'en fait les investisseurs sont plus frileux à venir investir dans les énergies renouvelables, plus que la durée des permis ou l'acceptabilité sociale. Ouais. Pourquoi cette étude elle est importante? Est-ce qu'on manque finalement de visibilité ou de données pour piloter ces plans d'investissement? Alors complètement, on manque beaucoup de données. Nous, on n'a couvert que 3 gros secteurs, transport, bâtiment, énergie. On n'a pas couvert l'industrie ni l'agriculture, qui sont quand même 2 secteurs essentiels pour la décarbonation, tout simplement parce qu'il n'y a pas de données, voire parfois pas d'objectifs clairs aussi de l'Union européenne sur ce qu'il faudrait faire. Donc c'est un premier point, oui, on a un manque de données publiques. Pour voir où on en est, tout simplement, et prendre des décisions de manière éclairée sur les politiques publiques. Et ensuite, ce travail de collecte et de calcul des investissements, ça permet aussi aux institutions européennes de voir combien elles devraient investir, où est-ce que l'argent public européen est utile. Par exemple, sur les infrastructures de réseaux électriques transfrontaliers, l'argent européen, il est très utile puisque c'est pour connecter l'Europe entre les réseaux électriques. Donc c'est aussi voir où est-ce qu'ils ont besoin de mettre l'argent, où est-ce que l'argent peut être mis par le privé, par les États membres, etc. C'est un peu, mais un peu effrayant ce que vous dites. C'est-à-dire que comment piloter sans avoir les données de départ? Je pense à ça par rapport à la décision qui a été prise par exemple sur l'interdiction des voitures thermiques en 2035, de la vente des voitures thermiques neuves en 2035. Il n'y a pas eu vraiment d'étude d'impact avant que cette décision ait été prise. Donc il y a une prise de conscience au niveau européen que la connaissance de ces données, ça devrait être quand même le point de départ de toute décision? Oui, complètement. Ils en sont totalement conscients et ils commencent à travailler là-dedans. Nous, on est beaucoup en contact avec les équipes de la Commission européenne, la Direction générale de l'énergie, pour voir comment on peut, nous, venir apporter une aide. Mais bon, on est qu'un institut au niveau français, il faudrait en fait collecter des données à la fois au niveau européen, mais aussi au niveau national, voire local. Donc ça, c'est un travail un peu titanesque à faire. L'idée, c'est de dire, c'est bien, maintenant vous avez pris des objectifs au sein du Green Deal, du Pacte Vert, du Pacte Vert européen. Maintenant, il faut le mettre en œuvre et comment vous comptez le faire. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de la prochaine mandature européenne après les élections du 9 juin pour nous. Oui, alors vous nous l'avez dit, vous n'avez pas étudié la question de l'agriculture, mais quand vous voyez ce qui est en train de se passer sur justement le volet agricole du Pacte Vert, qui est un peu en train d'être détricoté sous la pression des manifestations, comment vous réagissez? Ça vous rend pessimiste? Ça vous rend, est-ce que c'est le... Vous voyez, moi de mon poste d'observateur, je me dis, attention, c'est peut-être le premier des détricotages. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à l'ambition qui était l'ambition initiale du Pacte Vert? C'est assez difficile à prévoir. On va vraiment attendre de voir les résultats des élections européennes. Évidemment, si on a des élections qui vont un peu plus à droite dans les résultats, il y a certains sujets qui vont être détricotés, probablement l'agriculture, mais pas tous. L'énergie, il y a des gros enjeux quand même d'indépendance énergétique qui vont concerner le déploiement des énergies renouvelables, la rénovation énergétique des bâtiments, le déploiement des véhicules électriques, qui resteront des enjeux fondamentaux pour les prochaines années de l'Union européenne. Donc, sur ces enjeux-là, on est plutôt serein sur le fait que il y a moyen qu'ils continuent d'être développés, mais en effet, sur d'autres, comme l'agriculture, là, on est
peut-être plus pessimiste. Un petit peu plus pessimiste. Merci beaucoup Clara Calipel et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Smart Ideas avec des micro-méthaniseurs à découvrir. Justement, on va continuer de parler d'agriculture.